Après des mois de spéculation, le docteur Mukwege met fin au suspense. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Le célèbre gynécologue rejoint une liste déjà longue d'opposants qui comptent affronter le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à sa réélection. Nombreux m'ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir, qu'il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. Eh bien, je le souligne, le moment propice, c'est maintenant. À 68 ans, celui que l'on surnomme l'homme qui répare les femmes est mondialement connu pour son combat en faveur des femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de son pays, rongées par la violence, la corruption et l'impunité, fléau qu'il ne cesse de dénoncer. En 2014, il reçoit le prix Sakharov du Parlement européen. 4 ans plus tard, il est en pleine opération dans sa clinique de Panzi quand il apprend la nouvelle. Le prix Nobel de la paix 2018 lui est attribué. Pendant près de 20 ans, j'ai été témoin des crimes, des guerres commis contre les femmes, les jeunes filles, les fillettes, les bébés. Aujourd'hui réunis à l'hôpital de Panzi, fief de Denis Mukwege, ses soutiens ont laissé éclater leur joie. Sa candidature est salvatrice pour le peuple congolais parce qu'il est un leader qui incarne des valeurs et notre pays souffre d'une crise de leadership. 2 structures appuient sa candidature, Appel patriotique issu de la société civile et l'ACRN, l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leur lit, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve.
c'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavumu pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes? Où sont les autorités dans ces villages? À ma grande surprise, les villageois connaissaient le suspect. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en est tiré sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces deux bébés ont été suivis de dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Avec d'autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre l'humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé, les appels à Panzi aussi. Mais l'avenir psychologique, sexuel et génésique de ces bébés est hypothéqué. Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kasaï, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit, l'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ce jour afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale de violence. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes
C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Levez-vous pour prendre la tête de ce peuple meurtri. Présentez-vous à l'élection présidentielle de 2023. C'est par ces mots que 15 intellectuels congolais appellent le docteur Denis Mukwege à être candidat à la fonction suprême en RDC. Le gynécologue a gagné ses lettres de noblesse en réparant les femmes victimes de violences sexuelles. Son prix Sakharov en 2014, son Nobel de la paix en 2018 lui ont donné une renommée internationale. L'un des signataires de cette tribune est avec nous ce soir de passage à Paris. Bonjour Alphonse Maindo. Bonjour. Vous êtes politologue, enseignant à l'université de Kisangani dans le nord-est de la RD Congo. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Être chirurgien, prix Nobel de la paix qui plus est, ne fait pas pour autant de Denis Mukwege un bonhomme politique. Pourquoi, selon vous, doit-il se présenter? Pourquoi a-t-il la carrure d'un homme d'État? Vous savez, lorsqu'on regarde, beaucoup de gens ont tendance à considérer Mukwege comme un simple médecin. Il n'est pas que médecin. Mukwege, c'est d'abord quelqu'un c'est un homme de foi, un homme d'action, quelqu'un qui croit ce qu'il fait et qui fait c'est en quoi il croit. Et donc on est là face à quelqu'un qui a l'habitude de faire et de croire en ce qu'il fait. Et ensuite, le docteur Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves en termes de mise en place et de mise en œuvre de beaucoup de programmes de développement, d'économie, de mise en place des systèmes socio-économiques solidaires. Et chaque année, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais nous qui le côtoyons, nous savons que chaque année, il y a au moins 20 000 personnes qui profitent, qui sont donc appuyés par le travail du Dr Denis Mukwege pour être autonomes, pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir gagner leur vie. Et le Dr Denis Mukwege, même si on regardait ce moment du point de vue de médecin, qu'est-ce que fait un médecin? Le travail d'un médecin, c'est d'abord de faire un diagnostic. Et ensuite, une fois que vous avez fait le diagnostic, c'est de pouvoir des thérapies possibles. Et ensuite, de décider d'une thérapie. Et après, maintenant, vous allez commencer à revoir la thérapie jusqu'à ce que les malades guérissent. C'est exactement ce qu'on attend d'un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui doit être capable d'analyser la situation de son pays et de pouvoir de regarder les solutions possibles, eux d'en décider d'une, et ensuite d'essayer de mettre en œuvre et de faire des adaptations nécessaires. Alors, et cela, le docteur Mukwege le fait au quotidien. Alors justement, face à ce diagnostic dont vous parlez, quelle est la thérapie qu'envisagerait le docteur Mukwege pour sauver finalement, si je vous entends bien, la RD Congo aujourd'hui? Voilà, et c'est très important pour le docteur Mukwege. Le docteur Mukwege, il veut qu'il y ait un changement profond dans ces pays. Et c'est ce qu'il a toujours fait. Quand vous lisez toutes ces déclarations, quand vous l'écoutez, et dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, lorsque il y a des gens qui commençaient à se promener avec de machettes, qu'on appelle des tramontinas, et qui cherchaient du Rwandais pour les massacrer. Et on a vu là un homme responsable, et qui voit les problèmes, et qui essaie de trouver une solution à ça. Il a appelé en Lingala tous les Kinois à ne pas suivre ces appels à la haine, ces appels au lynchage, au massacre de gens dans la ville de Kinshasa. Et il a été suivi. Et là, c'est un homme d'État. C'est un véritable chef d'État qui a parlé. Voyez-vous, et il a été suivi. Et donc, c'est cet homme-là, et qui a donc ses compétences, et qui a montré ses preuves, et qui aussi, voyez-vous, et qui a aussi un leadership, et une vision, et qui a milité, qui milite pour une justice transitionnelle, et qui sur beaucoup de domaines. Et quand vous parlez avec lui, nous qui le côtoyons au quotidien, on voit que c'est une véritable encyclopédie, mais aussi un homme pragmatique.
voyez-vous, qui n'a pas seulement des connaissances. Moi, je suis de Sciences Po, mais quand je discute avec lui, je me sens très à l'aise. Voyez-vous, il comprend mon langage et il essaie de parler mon langage. Et donc, c'est ce qu'il fait avec d'autres collègues d'économie aussi. C'est quelqu'un qui a donc une vision et qui a un leadership. Et pour nous, il faut ce type d'homme et qui ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir et qui veut un changement profond. Et c'est pour ça que c'est essentiel que dans cette quête de pouvoir pour un changement profond et non pas avoir seulement la présidence, il faut que ceux qui se reconnaissent dans cet appel que nous avons lancé, qui s'organisent à tous les niveaux, au niveau national, au niveau des provinces, des territoires, tout ça, qui croient en ces messages ici et qui s'organisent en cellules pour se mettre prêts pour pouvoir porter ces messages de changement dont nous avons besoin. Alors justement, vous l'avez rappelé, vous êtes proche de lui. Est-ce qu'il est au courant de votre démarche? Comment il réagit? Parce qu'on le rappelle, c'est pas la première fois. En 2018 déjà, oui. Certains Congolais voulaient le voir incarner cette transition sans Kabila à l'époque. Là, est-ce qu'il a, lui, cette ambition politique? Alors, vous savez, ça c'est une décision personnelle. Mais nous, le connaissant, le côtoyant au quotidien, je vais dire, on est très proche de lui, avec d'autres. On voit que cet homme, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir aider ces pays. Et donc, pour anticiper, si vous voulez, c'est pour ça qu'on lui a adressé cette lettre. Et on lui a remis la lettre. Et le connaissant, c'est quelqu'un qui est d'habitude, quand il n'est pas d'accord avec quelque chose, il vous répond immédiatement. Il vous dit, je suis pas d'accord. Mais là, il a rien dit et il a demandé seulement de prendre du temps pour réfléchir. Ça signifie que c'est déjà un pas positif, qu'ils prennent le temps d'examiner cette demande qui vient de la base, qui vient de la société civile. Parce que pour nous, la société civile est aujourd'hui une alternative crédible. Parce qu'on a essayé toutes les recettes politiques possibles. On a vu des gens d'opposition qui ont pris le pouvoir. On a vu même des gens qui sont venus avec la guerre et qui ont pris le pouvoir. Mais rien n'y fait. Et le pays est dans un état critique, une décrépitude totale. Et donc, il est maintenant temps d'essayer une autre recette que les citoyens se prennent en charge. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pardonnez-moi, c'est tout le temps qui nous est imparti. Malheureusement, on pourrait en parler évidemment des heures. Affaire à suivre en tout cas, puisque l'élection présidentielle en RD Congo, ce sera en 2023. On verra donc si Denis Mukwege vous a entendu cet appel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous de France 24 ce soir.